Bon, je pense que je vais lancer les images. Voilà. Donc, je voulais commencer cette présentation avec une image, peut-être plutôt une anecdote, en fait. À l'occasion du Nouvel An 1968, le célèbre magazine américain Playboy surprend ses abonnés avec un numéro spécial. Dans ce numéro, on trouve plus de pages que d'habitude, moins de photos aussi, et une rubrique classique de politique, d'actualité, de loisirs, des photos de charme. La rédaction propose une série d'articles fouillés et qui annoncent les nouvelles tendances de l'année à venir. Parmi ces textes, juste après un article intitulé « La guerre des tabloïds », les lecteurs se trouvent face à un texte au ton énigmatique et au titre accrocheur qui parle des villes de l'avenir. Cet article, il parle des cités flottantes en forme de tétraèdre et pour 1 million d'habitants. Et il parle des gratte-ciel de la taille de l'Empire State aérotransportés. Il parle d'îles sous-marines. Il parle d'environnements habitables autonomes en location et des maisons volantes. Telles sont les images qu'évoque l'auteur pour expliquer son projet d'habitat. Voilà la seule double page illustrée de cet article qui s'appelle City of the Future, dans lequel on voit cette sorte de pyramide, des figures triangulaires qui correspondent à cette ville pour 1 million d'habitants, qu'en 1968 se présente comme une alternative pour l'avenir. On passe une autre image, 40 ans avant, en automne 1929, et un autre magazine moins populaire, qui s'appelle Modern Mechanics and Inventions, et présente cette autre double page dans laquelle on découvre un projet de maison suspendu à un poteau central. Ces maisons sont présentées comme une invention tout à fait novatrice qui intègre toute une série de fonctions, des détails qui vont de l'équipement plus poussé, de la salle de bain, de la cuisine, de la circulation, mais aussi le traitement de l'énergie à l'intérieur de cette maison qui ressemble plus à un arbre ou une sorte de soucoupe volante qu'aux maisons traditionnelles auxquelles on était habitué à l'époque. Donc 40 ans séparent ces deux articles. 40 ans séparent ces deux articles, mais derrière, on trouve le même personnage et le même projet. Il parle du même projet d'habitat, d'une recherche autour de la question du logement qui va traverser quasiment la totalité du XXe siècle et qui aura quelques conséquences qui vont répercuter jusqu'à nos jours. Au centre de cette recherche, il y a son auteur, Buckminster Fuller, et qui, disons, quand il publie cet article dans Playboy, il a 85 ans. Il est déjà un personnage connu dans la scène américaine, surtout par la construction de ses coupoles géodésiques. Mais on va s'arrêter sur sa recherche de l'habitat de l'avenir. Voilà les premières images que l'on trouve au début de sa carrière. Ces images presque infantiles et naïves, dans lesquelles on voit la planète entière représentée comme une sorte de sphère de laquelle émergent comme des fléchettes et différentes constructions en hauteur. Et c'est un peu cette vision de l'habitat, de la colonisation de l'espace autour de la Terre, de cet espace aérien qui n'est plus en contact avec le sol, qui intéresse Fuller dans sa recherche au début de sa carrière. Voilà les projets qui accompagnent un peu cette première vision. Donc une tour qui représente un logement, peut-être une ville, dans laquelle les différentes fonctions s'organisent en horizontal, par couche, par strate, aucune en contact avec le sol. Le sol,
c'est juste le point de contact de cette construction avec la terre, si vous voulez, le point à travers lequel émergent toutes sortes de fluides qui vont alimenter et qui vont faire vivre cette architecture. Ce qui est intéressant de voir à cette époque, c'est la démarche de Fuller, de ce Fuller jeune qui cherche des références autour de lui et qui commence à construire son propre inventaire d'images. Étonnamment, à la fin des années 20, les images les plus fréquentes dans ses archives personnelles, qui vont devenir après les monumentales Dymaction Chronophiles, des centaines et des centaines de volumes qu'il va assembler le long de toute sa vie, jusqu'à 1983, son décès. Les images de cette période montrent ce genre de construction. Donc des phares, des constructions sphériques, des éléments en hauteur et des moyens de transport. Mais pas n'importe quel moyen de transport. Des moyens de transport dans lesquels on voit une sorte de transfert d'une fonction à une autre. Donc cette sorte de machine hybride amphibie dans laquelle un avion est capable d'atterrir, si on peut dire, de descendre sur l'eau, dans lequel un bateau peut prendre son envol. Toutes ces machines qui mélangent, qui croisent différentes fonctions. Et aussi ces images de tours et de constructions à tension, des câbles, dans lesquels on voit une sorte d'économie de matière totale. Non, les efforts sont pris par juste des câbles, des lignes très fines. Et c'est un peu ça le genre de construction qui intéresse Fuller dans cette période, dans laquelle il va concevoir son premier projet complet de maison, la Dymaction House, donc cette maison qu'on voyait sur le deuxième article, cette maison au plan hexagonal, qui est organisée à partir d'une géométrie de triangles, non? Toutes sortes de triangles qui se croisent dans l'espace, en plan, en élévation, une sorte de géométrie crispée, qui intègre toutes les différentes parties de cette maison, qui est découpée de façon radiale. Donc chaque chambre de cette maison, chaque espace est un triangle aussi. Il y a des éléments qui reprennent les axes de cette figure qui servent à séparer les différentes pièces. Et quand on regarde l'élévation, on voit que la maison, elle est détachée du sol. La maison, elle est en l'air, en fait. Il y a juste un point de contact avec le sol, un ascenseur, triangulaire aussi, qui sert aux habitants à monter à l'étage qu'on voit transparent. J'allais dire vitré, c'est pas de la vitre. Mais c'est là où se développe un peu la vie quotidienne de ces habitants. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que nous sommes en 1929. Donc c'est une période, si vous voulez, héroïque de l'architecture moderne qui commence à se développer et qui fait un peu sa rentrée un peu triomphale aux États-Unis. L'architecture moderne qui appartient à une certaine élite, un certain groupe d'académiciens cultivés qui ont accès à certaines images, alors que Fuller construit sa propre maison comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant, comme s'il s'agissait d'un mécano, et il explique que sa maison elle est très facile à construire, elle se développe comme disons, sa propre forme, elle parle de sa construction, elle exprime sa façon de son système de montage, un poteau central, on suspend des câbles, 6 câbles qu'on ne voit pas sur cette photo très foncée, ensuite des éléments rigides, et ensuite on commence à construire la maison. Donc d'abord une colonne, c'est presque comme si on construisait la maison du haut vers le bas. Et voilà le résultat, une maison intégrale qui intègre justement dans sa conception tous les systèmes, toutes les installations, chauffage, ventilation, éclairage, traitement des déchets, approvisionnement d'eau, tout est intégré dans cette maison, dans son projet, et la maison est censée être autonome. Elle a son propre réservoir d'eau, son propre système de traitement des déchets. Tout se passe dans cette petite machine habitable, une véritable machine qui intègre toutes ces fonctions, y compris dans cette fonction, peut-être on revient à la photo précédente,
le moyen de transport de son occupant. Le moyen de transport qu'on ne voit pas dans cette photo, il se trouve à droite, on le verra plus tard, qui est une voiture ou un véhicule à 3 roues qui fait partie de l'équipement de la maison. Fuller parlera de cet véhicule, de cette voiture, de cette automobile comme une partie de sa maison. Il dit que sa voiture, c'est de porch on wheels, non? Comme comment dire, une partie de la maison qui est montée sur des roues, qui se détache pour amener son occupant à différents endroits, mais qui doit être équipée et pensée comme la maison. Voilà les différentes maquettes. Ce qui est intéressant de voir dans cette période, c'est quand on regarde les vraies, si vous voulez, ou les maquettes de l'architecture officielle de l'époque, c'est des maquettes beaucoup plus abstraites, c'est des maquettes blanches, présentées souvent avec un fond noir qui les rend beaucoup plus abstraites et dans lesquelles on n'a pas souvent des notions d'échelle, alors que lui, il construit sa maison comme une sorte de maison de poupée, en fait. Sa maquette, elle est même équipée de petites poupées pour que les gens comprennent. Donc, il y a tout un discours d'une littéralité excessive, d'une clarté totale, qui est censé toucher, qui est censé arriver aux utilisateurs les plus, disons, au groupe d'utilisateurs le plus large, non? Donc, Fuller, il va parler de l'équipement de sa maison, il va parler comment on vit dans cette maison, comment on fait à manger, comment on s'habille, comment on se déshabille, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette maison complètement climatisée, hermétique, dans laquelle tout est sous contrôle. Donc, une véritable machine habitable. C'est les années 30 et Fuller se trouve à Chicago, la ville dans laquelle se prépare la grande exposition internationale A Century of Progress, dans laquelle Chicago, après la Grande Dépression, se montre comme une ville puissante qui mise sur l'avenir. Et dans le grand site dans lequel se présente cette grande expo, un peu l'attraction la plus intéressante pour la plupart du public, c'est les moyens de transport. De nouveau, ce n'est pas des moyens de transport traditionnels, c'est ces moyens de transport qui intègrent différentes fonctions ou qui proposent des formes complètement novatrices, des formes qui sortent de la technique, liées au déplacement, à l'accélération, à la vitesse, à la perte de friction. Donc voilà les dirigeables, les trains suspendus. Et c'est justement dans cet environnement que Fuller aurait pu présenter sa maison. D'ailleurs, il y a toute une partie de ce site de l'expo qui est consacrée à l'architecture de l'avenir, dans lequel on présente différents prototypes de maisons. Fuller, il n'arrive pas à trouver des sponsors pour construire sa Dime Action House, qui ne verra pas le jour, en tout cas, en tant que, comme on la voit sur cette image. De nouveau, un dessin presque naïf, fait presque par un enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu mieux ici, c'est cette voiture en forme de goutte d'eau, non? Cette voiture aérodynamique arrondie, qui occupe Fuller justement en 1933. Il n'arrive pas à approfondir sur son projet de maison, il se concentre sur une partie de sa maison, sur une des pièces de sa maison, la voiture. Donc à Chicago, on trouve des maisons tout à fait intéressantes comme sûrement la House of Tomorrow de George Keck, qui par hasard est aussi organisée de façon radiale, vitrée, mais avec un système de distribution des efforts complètement différent de Fuller. Keck qui ne va jamais avouer que sa maison est inspirée du prototype de Fuller, qui s'organise aussi de cette façon-là, plus complexe, plusieurs étages. Elle intègre aussi un hangar pour un avion. Et Keck, l'architecte, il est un peu plus, disons, optimiste, on va dire. Il intègre un hangar parce que l'utilisateur de la maison, il se déplace en avion. Et puis ensuite, les différents étages de la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de cette maison, ou disons dans le site où se trouvent ces différentes maisons, juste en face de la Crystal House, un autre projet de prototype de maison présenté à Chicago,
on voit Fuller et on le découvre à côté, habillé en blanc, à côté de sa voiture noire, qu'il la présente au public. Et là, bon, il réussit un peu à se faire connaître. Et c'est un peu la première fois qu'il a un contact direct avec des utilisateurs potentiels et des acheteurs potentiels de ses inventions. Voilà la voiture qui est née d'une recherche d'un véhicule ailé qui peut aussi se déplacer sur l'eau, une sorte de bateau, goutte d'eau, et hydravion, et voilà les premiers dessins de cette voiture aérodynamique. C'est pas par hasard que le logo qu'il choisit pour sa marque Dymaxion, c'est le poisson volant, de nouveau, le transfert d'une fonction d'une espèce à l'autre, on va dire. Donc voilà la voiture de Fuller comparée à une Ford de l'époque, et on voit la différence. Mais on commence à comprendre aussi qu'il y a tout un travail aussi de carrossage et d'enveloppe dans cette voiture qui est très très important dans cette recherche. Donc c'est l'enveloppe, c'est cette carapace en forme de goutte d'eau qui la rend plus rapide, qui la rend plus performante. Bon, puis il y a la technologie de l'époque. À l'époque, on ne connaît pas, c'est pas très bien, le système de soudure, il n'est pas très développé. La voiture, elle est rivetée comme un avion, en fait. Donc, et voilà, là, on la voit à côté d'un hydravion, comme s'il faisait partie de toute une famille d'objets qui se ressemblent, non? La voiture de Fuller. En fait, cette voiture, elle est présentée justement comme la première voiture streamline du monde, non? La première voiture aérodynamique. Streamline étant un concept emprunté de la physique qui parle de la perte des frictions lorsque une particule se déplace dans un fluide, non? La trajectoire que cette particule laisse derrière, qui est prise, il y a toute une recherche des efforts, mais qui commence aussi à intéresser aux architectes. À droite, vous identifiez sûrement le type de mise en page et de dessin que Le Corbusier publie dans ses ouvrages. Donc lui aussi s'intéresse à cette sorte de perte des frictions, des recherches de vitesse, mais il ne va pas, disons, jusqu'à expérimenter avec l'architecture, alors que le streamline, c'est un concept qui est déjà très connu, disons, dans le domaine des moyens de transport, des dirigeables, des bateaux, des voitures, des trains, des locomotives, etc., et qui fait une espèce d'irruption un peu violente dans la scène domestique à travers certains appareils ménagers, comme cet aspirateur, des toasters, des petites machines, des rasoirs électriques, qui sont aussi streamline, parce que streamline se transforme, ce qui est né comme un produit de la physique, de recherche de la vitesse, de la performance maximale, devient très vite une sorte de marque de modernité, d'avant-garde, non? Tout ce qui est lié à ces lignes continues, à cette sorte de mouvement perpétuel, rappelle quelque chose de très moderne. Donc pourquoi pas avoir un aspirateur streamline ou un toaster streamline? Il manque la maison. Donc on a la voiture, il y a un peu d'architecture dans tout ce qui est toute l'architecture qui est liée aux autoroutes, aux stations de service, aux hôtels, mais lié aussi aux déplacements. Mais il manque un peu la maison streamline. Et c'est ça le genre d'image qui intègre le répertoire de l'inventaire personnel des références de Fuller. Comme cette image très, très intéressante qui se trouve aussi dans ses archives de cette sorte de bus, de car, qui sert à faire des longs trajets dans lesquels les gens passent. Bon, les États-Unis, les gens vont de San Francisco à New York, donc c'est plusieurs jours de voyage, donc c'est un séjour à l'intérieur d'un moyen de transport. Donc le moyen de transport, il est équipé comme une sorte d'habitation, de logement. Donc il faut qu'il soit équipé avec certains détails de confort, cuisine, des lits, des matelas, des draps, des coussins, pour que ce voyage de plusieurs jours et nuits soit agréable. Donc à l'extérieur, vitesse, déplacement et accélération, si vous voulez, une image aérodynamique. À l'intérieur,
des espaces habitables imbriqués les uns dans les autres avec toute une série de dispositifs d'encastrement, de surfaces, d'équipements, de cette recherche de profiter au maximum du volume intérieur de cette pièce. Donc de nouveau, à l'extérieur, une surface arrondie, lisse, et à l'intérieur, un espace habitable équipé. Quelques années plus tard, Fuller il va réussir à construire un autre prototype de maison, un autre prototype de logement, plus, et celui-là inspiré d'un objet banal, un silo à grains. Donc un silo à grains, un tôle ondulé, pas de structure porteuse, si vous voulez, juste une enveloppe qui se porte, qui se supporte, qui tient elle par elle-même, non, par sa propre forme, et il se dit c'est très économique, il y a une économie des matières est très intéressante, pourquoi ne pas transformer ce silo en logement? Il faut juste faire quelques petits ajustements, comme il dira, pour rendre ce silo habitable. De nouveau une maison circulaire, une autre maison d'IMAction, toujours sa recherche de l'habitat de l'avenir. Ici, appliquer une figure, une image presque, une icône presque banale de la campagne américaine, le silo à grains devenu maison, avec quelques ajustements, d'abord liés à l'isolation thermique, non, comment rendre l'intérieur d'un cylindre en tôle habitable et que ça ne devienne pas un four. Donc, quelques systèmes très économiques, comment doubler les parois, etc. Et ensuite, de la décoration, non? Ensuite, tout un aménagement intérieur, comme on voit ici à travers l'hublot du silo. Des petits détails pour rendre cette atmosphère plus ou moins domestique et la rapprocher des images de l'époque, pour les rendre compréhensibles en public dans le sens large. Il n'y a pas de dessin d'architecture, il y a peu de dessins techniques, il y a ce genre de photos publicitaires qui accompagnent le dossier de Fuller. Donc j'insiste, c'est très différent de l'avant-garde architecturale officielle. Donc voilà les images de cette époque, de cette autre maison, et voilà comment la maison va évoluer quelques années plus tard. Là, on se trouve face à un véritable prototype de sa maison d'IMAction, qui ici est devenue circulaire, avant elle était hexagonale, mais qui reprend exactement les mêmes éléments. Donc, une structure, une colonne centrale, ici beaucoup plus fine, une série de câbles en tension, une sorte de structure enfilée, sur laquelle sont posés les éléments de façade, rivetés les uns aux autres, ensuite une espèce de fenêtre continue, et voilà la maison qui est construite du haut vers le bas. On verra plus tard comment elle se monte, elle se démonte. Mais ce qui est intéressant, de nouveau, c'est cet effet de compensation qui est cherché avec les images qui accompagnent ces recherches. Dans le cas du silo, on invite des acteurs, mimer une scène quotidienne et on équipe le silo justement d'un mobilier tout à fait banal. Et au moment de présenter au public ce prototype d'IMAction House à Wichita, qui d'ailleurs est développé par la Beech Aircraft Company, c'est une compagnie de production d'avions, nous sommes en 1944-45, presque la fin de la guerre. Donc voilà l'intérieur de la maison. Cette machine ultra développée et technique finit par s'encombrer de ce genre d'équipement à l'intérieur. Toutes les installations sont cachées, sont masquées derrière ces détails des décorations qui sont presque sur la contradiction totale par rapport à ce que cet objet représente. Mais il faut le rendre accessible au public. Donc il faut que les gens comprennent que là-dedans aussi on peut mener sa vie quotidienne. Et il faut comprendre aussi qu'à l'intérieur de ces parois se trouvent aussi des véritables machines de rangement, comme cette sorte d'armoire au porte-manteau que cette dame montre, qui est une paroi pivotante qui intègre une tringle qui sert aussi à ranger ses habits, en profitant au maximum du volume qui se trouve à l'intérieur de cette pièce. Voilà d'autres détails des définitions des photos publicitaires de l'époque.
Bien sûr, ce n'est pas Fuller qui construit ce genre de montage. Il laisse les autres faire pour rendre son produit accessible. Lui, il écrit seulement les textes qui accompagnent ces articles. Non? Les textes dans lesquels il y a un travail intéressant d'une certaine dichotomie, dualité, contradiction entre les textes et les images. Les textes parlent de la machine, ils parlent de toute la technique qui est intégrée dans ce genre de prototype, alors que les images, elles montrent tout un autre univers. Non? Ils rendent cette machine accessible au public, confortable, habitable. Donc voilà le genre de contradiction qui accompagne Fuller. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'architecture moderne est souvent équipée de ce genre de choses. Une autre image qui se trouve dans les archives de Fuller, ça c'est une maison des Frank dans la Waisenhof de Stuttgart, aussi une maison blanche, vide, presque complètement nue à l'extérieur, qui est équipée de ce genre de détails, de finition, comme s'il y avait une recherche du contact avec la matière, comme une recherche de cette espèce de confort qui est très lié au contact tactile avec les objets. La machine, on ne peut pas la toucher, donc il faut l'équiper avec ce genre de choses. Donc l'architecture se dissocie en fait entre intérieur et extérieur. Un extérieur nu, un intérieur qui est cherché de tous ces détails. Mais ce n'est pas de la décoration, comme dans le cas de cette image, c'est Adolf Loos. Ce n'est pas de la décoration, c'est un travail, c'est une sorte d'une série de textures qui vont être appliquées à la face intérieure de cette architecture et qui vont intégrer tout ce qui est le mobilier, qui disparaît au profit de ce genre de parois et d'images intérieures qui intègrent tout, en fait. Donc voilà, cette sorte de dissociation entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur, c'est une sorte de carapace ou de corset qui vient et, disons, prendre, encercler l'espace habitable. Une sorte de corset qui enferme ce genre d'espace, comme dans le cas de Loos, non, et de la chambre qu'il fait pour sa femme, Lina Loos, qui est habillée de cette peau et blanche par terre, c'est la chambre blanche, justement, le lit au centre, les armoires qui sont cachées derrière les rideaux, un plafond blanc. Il n'y a presque plus de mobilier, il n'y a que de la texture pure dans cette maison, non? Il y a juste une série d'éléments qui entrent en jeu, des matières qui font disparaître, comme si tout le mobilier avait été englouti, si vous voulez, par l'architecture, elle qui devient une sorte de corset qui enferme cet espace par l'extérieur. Et justement, un corset, les corsets, c'est aussi un des centres d'intérêt de Fuller. Il ne connaît pas Loos, mais dans ses archives, il y a ce genre d'images. Et surtout, ce nouveau dispositif, que c'est la gaine élastique, qui vient aussi comprimer la silhouette de la femme, développée en matière élastique, qui vient chercher un peu ces formes arrondies, élancées des habits de l'époque, non? Ces lignes tendues, cette recherche presque d'une forme aérodynamique, c'est la mode, mais c'est lié aussi au confort. Ça n'a pas l'air, mais c'est apparemment quelque chose d'assez confortable par rapport aux anciens corsets. Et c'est quelque chose qui intéresse Fuller, un architecte, autodidacte, mais qui intéresse aussi, quelques années auparavant, Catherine Beecher, qui écrit son sorte de manuel d'utilisation pour la femme américaine au début du siècle, où elle parle d'architecture, mais elle parle aussi des habits, elle parle de rangement, d'une recherche d'hygiène et de propreté dans laquelle chaque chose doit être à sa place. C'est une féministe qui propose dans son manuel différentes recettes qui vont, disons, c'est très large comme traité, non? Qui va de l'éducation de ses enfants jusqu'à l'équipement de la maison, les habits qu'il faut porter, les recettes de cuisine, et aussi de l'architecture. Et comment équiper sa maison.
nous sommes au début du siècle et déjà on commence à avoir une cuisine qui est équipée comme une sorte de cuisine de bateau. Tout est à la portée de main, tout est parfaitement rangé dans ces tiroirs, dans ces crochets, dans ces étagères, tout est à la portée de la main. Et voilà le plan de la maison de Catherine Beecher, une maison qui est organisée autour d'un élément central qui est la source d'énergie, de chaleur, chauffage, cuisine, se trouve au centre, non, la poêle. Et puis ensuite, tout est dégagé pour que la maison puisse être transformée. C'est très moderne pour l'époque. Là, on voit le plan du rez-de-chaussée. Ça, c'est l'étage. Il n'y a pas d'armoire. Les closets sont intégrés à l'architecture, comme dans le cas de l'os. On revient à cette image. Ce qui est intéressant, c'est cette pièce qui se trouve en bas à gauche, la movable screen. C'est cette sorte d'armoire, elle explique, elle la développe, qui est montée sur des roues, qui sert d'un côté à séparer, elle est habillée avec toute une décoration, mais du côté intérieur, elle intègre tous ces dispositifs de crochets, des tiroirs, des sortes d'une petite machine de rangement, très moderne. Pour aujourd'hui, peut-être c'est pas très original le fait d'avoir une armoire montée sur des roues, mais quand on pense que ça se trouve dans une maison début du siècle, c'est tout à fait intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que Fuller aussi, dans sa maison, dans sa version la plus développée de sa maison, il va aussi concevoir ce genre de dispositif. Non, il appelle evolving shelves. Non, c'est des étagères qui tournent avec un moteur, comme on voit ici à droite, un moteur qui fait tourner les étagères. Il y a une petite fenêtre qu'on voit là au centre qui permet de tourner, plus cette paroi tournante, pivotante qu'on voyait sur la photo de l'article, plus un autre dispositif pour ranger ces chapeaux. Donc voilà un peu la recherche de Fuller dans cette maison de 1944, 45, 46, qu'on voit sur cette maquette, de nouveau, une maison de poupées, des éléments des radios, on va dire, qui séparent les différentes pièces, qui sont organisées sans toucher l'enveloppe. La cuisine, elle est intégrée dans une de ces pièces qu'on voyait tout à l'heure. Et ensuite, bon, il y a le découpage plus classique de la maison. Au centre, 2 salles de bain, conçues aussi par Fuller, la Dymaction Bathroom qu'il avait développée 10 ans auparavant, mais qu'on voit ici intégrée dans son architecture. Une architecture qui a presque plus de murs. C'est une architecture sans murs, en fait. Le seul élément porteur de cette architecture, c'est le petit cercle qui se trouve au centre, la colonne centrale, qui est le point de contact entre la maison et le sol. Il y a même, pour entrer dans cette maison, il y a une sorte d'échelle d'avion. Donc, le reste est suspendu à ce poteau central et est bien sûr accroché au sol pour que ça ne bouge pas, et avec une série de dispositifs. Et la membrane qui entoure l'espace habitable, c'est une pellicule très fine qui vient juste habiller cette cage et ce filet métallique. Donc une économie de structure totale. C'est intéressant de voir sur cette photo que la maison ne touche pas le sol. Il y a une ligne d'ombre, et on voit la lumière derrière parce qu'il y a juste un point de contact au centre. Le reste, c'est des câbles qui sont accrochés au sol. Donc la maison, c'est une sorte de soucoupe volante qui est en lévitation. L'architecture ne touche plus le sol, elle n'émerge plus de la terre. C'est plus un avion, une maison qui est construite dans l'air. C'est plus un avion qu'une maison, presque. Donc cette idée, cette recherche de légèreté et d'équilibre, c'est aussi quelque chose qui intéresse Fuller. Et une autre image de ses archives personnelles, un dessin qui fait partie de la première série, la perte de poids. Une maison lourde et pas économique. La maison de l'avenir, elle est très légère. Avec le même poids, on peut faire 10 maisons qui sont plus légères qu'une maison traditionnelle en pierre. Et il essaye de le justifier avec ces dessins presque caricaturaux, non, dans lesquels on voit cette différence de poids exagérée. Même, il imagine que ces tours d'habitation peuvent être transportés par un dirigeable et il invente un système qui est plus proche de la bande dessinée et de montage de ces tours qui sont en fait
produites en usine. Elles sont acheminées jusqu'au lieu d'emplacement dans un dirigeable. Elles sont accrochées sous le ventre du dirigeable. Et ensuite, le dirigeable, il lance une bombe et il plante la maison comme si c'était un arbre. Donc, c'est une caricature, mais c'est quand même très parlant et c'est très intéressant par rapport à la recherche que Fuller fait à cette époque. Les structures en tension, les ponts suspendus, une autre version de sa maison, qui n'est pas celle qu'il va développer à l'échelle 1, et voilà la construction du prototype qu'on voyait tout à l'heure. D'abord, un plateau, le sol, vous voyez, cette sorte d'assiette qui est le sol de la maison. Ensuite, on fixe le poteau central et on commence à hisser la structure des câbles qui est rigidifiée par une série d'anneaux concentriques qui reçoivent, disons, qui accueillent les câbles qui se croisent et qui servent un peu à faire la structure de cette maison, comme un grand parapluie. Une économie maximale de structure. Là, on a déjà enlevé les éléments en bois qui servaient sur la première photo à tenir le sol. Il n'y a plus besoin, il est suspendu de la colonne centrale. Et par-dessus, on vient coiffer cette structure par un immense ventilateur qui va tourner, et selon les vents dominants, pour amener de l'air à l'intérieur de cet espace hermétique qui est ventilé juste par des petites trappes qui se trouvent sous les fenêtres. Voilà un détail de la construction de la maison. Donc un filet de câbles qui se croisent, certains éléments rigides qui servent à tenir les différentes pièces, et ensuite de l'habillage. Cette membrane, cette peau qui est faite un alliage d'aluminium, le même qu'on utilise pour les avions de l'époque. Et voilà, on arrive à construire notre maison suspendue. Une maison qui est suspendue à un point central. L'image de maison suspendue, c'est quelque chose aussi qui intéresse quelqu'un qui fait partie de l'entourage de Fuller, qui est Paul Nelson, qui connaît aussi, qui conçoit lui aussi sa maison suspendue. Une cage transparente, une cage qui est portée par deux grands piliers, deux grands portiques que vous voyez sur la maquette, duquel sont suspendus l'enveloppe, de nouveau cette image rhomboïde de cette grille qui construit les façades. Et puis à l'intérieur, il va suspendre les différentes pièces qu'on voit sur cette maison. Ce n'est pas une maison suspendue, mais c'est une maison aux pièces suspendues, si vous voulez, que l'on peut voir depuis le bas, en fait. On voit l'architecture depuis le bas. C'est une image assez originale, assez énigmatique, comme si on se trouvait sous la terre, alors que toutes les pièces de cette maison, tous les organes vitaux, si vous voulez, de cette maison, ils sont suspendus de ce toit. Et ensuite, il y a une série de rampes. Bon, on ne va pas s'arrêter d'où vient cette recherche de ce mouvement et les références de Paul Nelson. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à ce genre d'image, non, à ce type d'architecture que, comme on voit sur les plans, intègre, et on le voit plus en détail dans la première image en haut à droite, une salle de bain qui est arrondie, qui reprend la forme de cette pièce ovoïde qui est la chambre principale en haut à droite, et c'est une salle de bain qui est conçue par Fuller, en fait. Une salle de bain qui est pensée, comme Charlotte Perriand aurait dit, autour du mouvement de son occupant, en fait. On se déplace, on fait ces choses dans cette salle de bain toilette, donc on sculpte cette membrane en fonction des mouvements. Ensuite, il y a de l'installation qui vient s'accrocher à cette membrane qui était à la base, dans les premiers prototypes, faite en plomb et une série d'alliages métalliques. Mais en fait, l'idée, c'est de construire une espèce de membrane intérieure qui intègre toutes les installations, en fait, autour de laquelle on construit une autre chose. On construit une maison, on construit une maison suspendue, par exemple. Fuller, il va développer plus tard sa maison qu'on voyait sur les images. Donc cette idée, ces formes arrondies, de nouveau, ces formes aérodynamiques, comme dans
le cas de sa voiture, qu'on voyait tout à l'heure. Comme le cas, ces formes de la vitesse, non? Ces formes organiques, ces formes continues, lisses. Et ce qui est intéressant de voir sur cette photo, c'est que lors d'une présentation de la Dime Action Car, donc de l'automobile Dime Action, on voit une série de personnages qui s'intéressent qui viennent voir la voiture de Fuller, et au centre de la photo, on le voit à peine, chemise blanche, cravate noire, un monsieur un peu gros. C'est Diego Rivera, en fait, c'est le peintre mexicain qui se trouve à Détroit, on dit en français, Détroit, en fait, qui travaille pour le Detroit Institute of the Arts, et sous commande de Henry Ford, il est en train de faire un peu son œuvre peut-être la plus célèbre, les peintures murales de l'industrie automobile, non? Lui aussi, il s'intéresse aux formes de la modernité, aux moyens de transport, mais à la production des moyens de transport. Et il est en train, ces mêmes jours où il va découvrir la voiture de Fuller, en train de finir, donner les touches finales à son œuvre qui montre un peu l'industrie automobile, tous les fresques, toutes les grandes peintures murales du Detroit Institute of the Arts. Donc du coup, les formes de la technologie la plus poussée, non, les chaînes de montage de voitures, les années 30, Ford, Détroit, et la Rouge Plant, et des milliers de voitures, des ouvriers, etc., devient en fait sujet d'intérêt des artistes. Donc, les artistes s'intéressent aux formes de l'industrie. Donc, dans cette même période, quelques années auparavant, aux enfants publie son ouvrage Art, et qui sera publié quelques années plus tard en anglais comme Foundations of Modern Art, dans lequel il met en pied d'égalité différentes disciplines, la danse, la peinture, la sculpture, la philosophie et l'architecture. Donc, l'architecture commence à s'approcher des différentes disciplines, dont la danse. Et d'ailleurs, dans son ouvrage, il parle des formes géométriques, il parle des courbes, et quand il parle des courbes, il dit que c'est le langage de la douceur, du charme, de la grâce, de la féminité. Dessiner, peindre, sculpter, faire de l'architecture, danser, c'est disposer des formes droites et courbes, etc. Donc il met ensemble au pied d'égalité architecture, danse, la ligne courbe. Donc, et tout de suite, on est tenté de faire le lien avec une autre Fuller, Loie Fuller, la danseuse, qui n'a rien à voir avec Fuller, notre Buckminster Fuller, mais qui appartiennent aussi, même si elle est un peu plus âgée, au même circuit des gens et de cette avant-garde qui s'intéressent aux nouvelles formes et qui travaillent aussi sur cette recherche de la liberté, des formes aérodynamiques, du mouvement perpétuel avec les dispositifs qu'elle développe d'équipement de la scène, des théâtres, etc. Donc cette recherche de la légèreté, du flottement, de la continuité, comme si on cherchait un espace continu, non? Une sorte de forme sans fin, non? Comme une maison sans fin, non? Une endless house. Et la endless house, c'est un autre sujet de recherche intéressant de cette époque, plus du domaine de l'art. Un autre personnage qui fait partie de l'entourage de Fuller, surtout dans la première partie de sa carrière, qui est Friedrich Kiesler, qui est Kiesler aussi, autrichien et installé à New York. Il travaille aussi sur son prototype, son projet de maison, la Endless House. De nouveau, ces formes arrondies continuent. Lui, depuis l'art, depuis sa position de sculpteur, d'artiste, il essaye lui aussi de construire cet espace habitable de l'avenir, avec quelques difficultés au moment de la matérialisation qu'il n'arrive jamais vraiment à réaliser.
Mais on voit de nouveau ces formes continues, cette recherche de légèreté, ici appuyée avec une technologie qui rappelle plus quelque chose de plus assis, mieux assis sur le sol. Donc on voit du béton, de la matière moulée, c'est un peu différent de la recherche de Fuller. Mais de nouveau, cette architecture construite depuis l'intérieur. Donc d'un côté, Kissler, ces formes qui viennent du domaine de l'art. De l'autre côté, Fuller, qui vient de la technique, lui aussi a fait sa maison suspendue, sa maison sans fin, sa maison dans l'air, qui est un peu celle qu'on voit sur cette image, qui cherche elle aussi, comme les avions qui donnent du sens, et cette idée de flottement, de continuité et de perte de contact avec son environnement. Même Fuller, il va ajouter quelques pièces, comme cette sorte-là, on voit un détail de la maison, cette sorte de pare-choc qui vient ceinturer la maison par le bas, comme pour effacer cette arête quand la maison se retourne et construit le sol. Donc, voilà quelques astuces pour reprendre cette idée de continuité, pour reprendre cette notion de mouvement perpétuel, comme si on cherchait cette forme aérodynamique à l'aide de ce genre de dispositif, tant à l'extérieur comme à l'intérieur. Aussi, des détails, des éléments de corniche qui viennent masquer le contact entre le plafond et les parois pour, disons, mettre en scène cette idée de continuité, de mouvement, de déploiement de l'espace habitable en horizontal, cette vue panoramique de l'extérieur. La maison n'a pas de fenêtre, elle a une entaille tout autour qui sert à observer le paysage environnant, à contrôler, à surveiller tout ce qui se passe autour. La maison est une sorte de tour de contrôle. La maison elle est surélevée, elle regarde son paysage. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première série de dessins de Fuller, il dessine un peu il dessine comme ça sa vision de la maison et de cet espace habitable de l'avenir. Un espace vide et des fenêtres tout autour ou un grand balcon qui sert à contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Un autre dessin de la même série qui s'appelle Watching the Hurricane, donc c'est observant l'ouragan en fait, qui rase la ville, mais nous on est protégés dans notre maison. Non, on regarde, il n'y a plus rien autour, mais on se trouve protégé dans la maison. On a un point de vue différent de l'environnement. On n'a pas de contact avec le sol, on est dans une sorte de terrain artificiel. De nouveau, les échos de Le Corbusier. On a une vue différente du paysage environnant, l'avion, une autre icône qui intéresse à plusieurs architectes de l'époque. On a cette sorte de... L'œil remplace un peu l'architecture, cette sorte de balayage du paysage environnant pour contrôler, pour surveiller ce qui se passe autour. Une sorte de vision panoptique du paysage. Voilà le panoptique, justement, et cette idée de cette construction circulaire ouverte sur tout son périmètre, qui sert avec un point d'observation au centre, qui nous rappelle un peu ces recherches de l'époque. Dans ce dessin de Le Corbusier, il n'y a plus d'architecture non plus. Il y a juste un œil. C'est un grand œil qui remplace l'appartement. Un œil qui observe le paysage, le ciel étendu, les pelouses, les arbres. Et ensuite, il y a une série de flèches et des lignes qui représentent les travaux collectifs, comme dit Le Corbusier. Téléphone, gaz, électricité, eau et air exact. Donc, plus d'architecture. Un regard, la vue du paysage environnant et une série de dispositifs et une série d'installations qui aident qui accompagnent cette recherche de confort intérieur. L'idée de vue et de surveillance et de pouvoir observer sans obstacle ce qui se passe autour, c'est quelque chose qui intéresse Fuller, bien sûr, quand il développe sa voiture, et qui sera reprise dans tous ses projets. Comment avoir cette perception homogène de tout ce qui se passe autour. Non? Là, on voit sa voiture, une autre image de sa voiture, et même dans son premier projet de maison, il y a des fenêtres tout autour. Donc, on peut voir le paysage environnant. Une autre image de ce paysage environnant, mais c'est plus la maison de Fuller,
on est à la fin des années 50, à la fin des années 50, si. Donc, on est à Los Angeles, sur les collines de Hollywood, et c'est l'architecture de John Lautner qui travaille aussi sur cette recherche de vision panoramique du contexte. Cette maison, aussi supportée par un plan, par un élément central, une colonne en béton. Dans ce cas-là, cette entaille horizontale qui marque un peu la vue sur le paysage. On ne va pas s'arrêter sur l'analyse un peu de cette maison, mais ce qui nous intéresse, c'est cette notion de surveillance et cette idée de construire dans l'air. Dans ce cas, on se trouve sur un terrain qui est quasiment impossible à construire, c'est presque une falaise, non? Donc, les collines de Hollywood, il n'y a quasiment pas de surface horizontale, donc il faut la construire. Au lieu de l'accrocher en horizontal, on construit une colonne et la maison est une sorte de champignon, non? Qui s'élève, qui monte dans l'espace. Comme certains exemples, de nouveau, une architecture radiale, comme quelques exemples, une architecture qu'on peut voir depuis le bas, comme dans d'autres exemples de Lautner, de John Lautner, qui d'ailleurs intéresse beaucoup au public californien. John Lautner devient un peu l'architecte des stars de l'époque du cinéma. Il construit toutes ces maisons, mais qui ont toujours un travail avec cette idée d'auteur, de regard panoramique. Et si on regarde ici un peu la suite de l'histoire de Fuller, suite à l'échec de son dernier prototype, il essaye de le transformer pour l'adapter à l'usage militaire. La maison, elle ne va jamais grandir par le bas, elle grandit par le haut, elle cherche toujours plus d'auteur. Et dans cette version presque exagérée de sa maison, elle devient un hôpital militaire, non? Un hôpital dans lequel on peut placer les malades, comme on voit sur le plan à haut à gauche, équipé d'une grue extérieure qui sert à monter les différents lits. Donc, de nouveau, cette recherche d'auteur. La maison, elle ne va jamais toucher le sol. Elle cherche l'auteur, comme si la maison était une sorte de chapeau. Et ce n'est pas par hasard que, suite à l'échec de son projet, Fuller reçoit une lettre, on parlait tout à l'heure de Hollywood, de Los Angeles, il reçoit une lettre d'une couturière de la Metro-Goldwyn-Mayer qui lui demande s'il peut acheter ou s'il peut avoir l'autorisation pour faire dans une comédie musicale que les danseuses portent sa maison sur la tête comme une sorte de chapeau. D'ailleurs, voilà la lettre dans laquelle on demande à Fuller si elle peut autoriser. Donc, cette petite anecdote un peu presque ironique de l'avenir de cette maison, je trouve que c'est quelque chose de très parlant par rapport à l'image qu'elle évoque. Donc, voilà un peu les avatars de cette maison qui n'arrivent jamais à quitter le stade de prototype, mais qui sera, suite à l'échec, démonté et racheté par un promoteur immobilier du Kansas, qui dans les années 50, il va reconstruire, il achète les pièces détachées, il reconstruit sa propre maison. Et qu'est-ce qu'il fait? La première opération qu'il fait pour rendre sa maison habitable, il construit un mur par-dessous. Il construit un petit mur en pierre par-dessous pour cacher cette ligne d'ombre, cet espace vide qui se trouvait sous la maison. Il efface cet espace vide parce que la maison ne peut plus flotter dans l'air. Il faut qu'elle touche le sol. Non seulement il construit ce mur, sinon que de l'autre côté, il construit un étage en dessous. Il place sa maison au bord d'une rivière, donc la maison, elle devient tout ce que son inventeur ne voulait pas en fait. Malgré lui, malgré elle, la maison, elle devient une maison enfin accrochée à la terre et accrochée avec des vrais murs en pierre. Son sol devient un toit, un plafond. On le voit sur cette photo d'époque. Et voilà l'image finale. Une image qui inquiète Fuller. D'ailleurs, il voit cette maison et il dit, en fait, ils n'ont rien compris. C'est pas ma maison. Moi, je n'ai pas pensé ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans cette image, la maison, presque de façon ironique, elle sort gagnante parce qu'elle devient une sorte de coupole, de construction qui est
posée par-dessus une autre construction. Et d'une certaine façon, surtout du côté de la rivière, elle semble flotter. Elle a l'air de ne pas toucher ces murs en pierre qu'ensuite on ajoute et on vient bricoler autour. Donc voilà un peu l'avenir de cette maison que quelques années plus tard sera démontée. La maison en ruine, elle est démontée et transportée au musée Henry Ford. Donc elle revient à Détroit et l'ironie de l'avenir fait que la maison, elle devient un peu à ses origines, elle revient un peu à ses origines, non? Elle vient partager la scène avec des moyens de transport de toutes sortes. Henry Ford était un grand collectionneur non seulement de voitures, mais d'avions, de locomotives, de toutes sortes de moyens de transport. Il avait une immense collection qu'il expose dans ses hangars. Et parmi ces machines, aujourd'hui, on trouve la maison de Fuller. Donc il y a les caravanes, il y a toute une série des véhicules et des dispositifs qui rappellent le mouvement. Et au milieu de ce paysage, on trouve une maison qui semble être un peu à l'attente de décoller, non? Comme si elle était sur le point de quitter, de partir comme dans l'air, comme une soucoupe volante. En fait, la maison, aujourd'hui, elle devient une sorte d'outil didactique qui parle de son histoire et qui inspire plusieurs projets à venir et dont sont ses influences même aujourd'hui. Voilà, merci.